Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision, via vos box, et vous nous retrouvez chaque soir en replay, en rattrapage sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, nous sommes au démarrage de cette nouvelle année, l'occasion d'évoquer ou de réévoquer certains des grands enjeux de marché pour cette année 2026, des marchés qui confirment et poursuivent les tendances qu'on observait ces derniers mois, avec un appétit toujours significatif pour les actifs risqués, en parallèle d'un appétit également toujours pour des métaux précieux comme l'or et l'argent, qui se rapprochent à nouveau de leur record historique au moment où on se parle. Et puis, dans le palmarès des premières séances de l'année, on notera un très bon démarrage pour la partie asiatique, là aussi dans le sillage de ce qu'on a pu observer au cours des derniers mois, des marchés actions asiatiques qui restent portés notamment par la thématique de la technologie au sens large et de l'intelligence artificielle en particulier. Nos marchés en Europe et les marchés américains sont également positifs en ce début d'année. Pauline Grattel vous apportera un peu plus de détails sur la séance du jour dans un instant. La semaine macro sera intense, avec aujourd'hui de premières estimations d'inflation pour les grands pays de la zone euro, l'Allemagne et la France. Une inflation qui est en train quand même de baisser assez vite. On est à 2% sur un an en Allemagne et on est à 0,7% désormais sur un an en France, très très loin de la cible de la Banque Centrale Européenne. D'autres chiffres seront à venir tout au long de la semaine. Et puis l'autre marqueur de la semaine sur le plan macroéconomique, ce seront toutes les données d'emploi aux États-Unis, avec des chiffres pour le secteur privé demain et vendredi, le grand rapport mensuel du marché du travail américain relatif au mois de décembre. Ces données avaient été particulièrement bruitées avec le shutdown du mois d'octobre aux États-Unis. On verra si ce rapport de décembre sur le marché du travail américain permet de remettre un petit peu l'église au milieu du village. Discussion à suivre avec nos invités de Planète Marché dans un instant sur ces enjeux de marché. Et puis dans le dernier quart d'heure, focus autour des matières premières, avec un enjeu immédiat, celui de la géopolitique entre le Venezuela, le Groenland et l'Iran. C'est Benjamin Louvet qui sera avec nous en visioconférence à partir de 17h45 en direct, le directeur des gestions matières premières d'Ophi Invest Asset Management. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Grattel est avec nous et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Et je le disais, les tendances de début d'année confirment ce qu'on observait déjà depuis de nombreux mois sur les marchés. Les records s'enchaînent pour les grands indices actions mondiaux. Oui, à commencer par le record hier du Dow Jones aux États-Unis. Aujourd'hui, les indices américains évoluent en hausse mesurée. En Asie, les indices sont au plus haut avec des nouveaux records à la clé pour le MSCI Asie-Pacifique, le CSI 300, le Kospi et à Taïwan. En Europe, les grandes places sont dans le vert et inscrivent aussi des records pour le MIB, le FTSE, l'IBEX, le DAX ou encore l'Eurostoxx 50. À Paris, le CAC 40 évolue en légère hausse au-delà de 8200 points. Oui, le CAC soutenu notamment par une valeur comme ST Micro aujourd'hui. Oui, le titre progresse de 2,5% dans le sillage d'un relèvement d'objectifs de chiffre d'affaires trimestriel chez Microchip Technology. Le fournisseur américain de semi-conducteurs constate une reprise généralisée avec des carnets de commandes pleins. Microchip bondit de plus de 8% dans les premiers échanges. Les analystes de Bank of America sont pessimistes vis-à-vis d'un secteur, celui du sportswear. Oui, ils anticipent un ralentissement significatif de la croissance dans ce secteur et abaissent ainsi les recommandations sur Adidas et JD Sports qui plongent tous les deux de 7%. À Amsterdam, enfin, InPost, spécialisé dans les consignes de colis, indique avoir reçu une proposition de rachat. Le titre s'envole de 25%. Sur le plan macro, les investisseurs ont pris connaissance aujourd'hui des premières estimations d'inflation pour la France et l'Allemagne. Oui, l'inflation française de décembre est inférieure aux attentes en données harmonisées et en première lecture. Elle progresse de 0,1% sur un mois et de 0,8% sur un an. Côté allemand, l'inflation ralentit également plus que prévu, en hausse de 0,2% sur un mois et de 2% sur un an en données harmonisées. Et puis des enquêtes de conjoncture également au menu de la séance aujourd'hui, avec les
version finale des enquêtes PMI, composite et services pour la zone euro. Oui, ils ressortent tous les deux inférieurs aux attentes. Pour le PMI Service, tout d'abord, pour le mois de décembre, il s'établit à 52,4, également inférieur au mois de novembre. Le PMI Composite ressort à 51,5, après 52,8 en novembre. Et quels sont les mouvements qu'on observe sur les grands marchés macro, à commencer par les marchés obligataires, Pauline? En Europe, tout d'abord, les rendements se sont un petit peu détendus avec un rendement allemand à 10 ans autour de 2,85% et un 2 ans légèrement sous 2,10%. Aux États-Unis, le rendement à 10 ans est stable entre 4,15 et 4,20%. À noter côté asiatique que les rendements japonais évoluent au plus haut pour le 20 et le 30 ans. Côté métaux précieux, l'or et l'argent poursuivent leur hausse. L'or se rapproche de 4 500$ et l'argent de 80$. Quel sera le programme de demain à l'agenda pour les investisseurs? La journée de demain sera chargée en termes d'indicateurs. On attend notamment la première estimation d'inflation de la zone euro pour le mois de décembre, et de l'autre côté de l'Atlantique, on regardera l'enquête ADP sur l'emploi privé pour décembre et aussi l'ISM Service aussi pour le mois de décembre. Tendance, mon ami, chaque soir, c'est avec Pauline Gratel qui vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Léa Dunant-Châtelet est à nos côtés, directrice de l'investissement responsable de DNCA. Bonsoir Léa. Bonsoir Grégoire. Nuno Teixeira nous accompagne, le directeur analyse et stratégie de Vega IS. Bonsoir Nuno. Bonsoir Grégoire. Et Mathieu Barrière est également à nos côtés, co-responsable de l'allocation d'actifs chez Oddo BHF Asset Management. Bonsoir Mathieu. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous Mathieu. On a parlé évidemment du Venezuela hier. On peut encore redire un mot du Venezuela et de ce que ça reflète de la nouvelle stratégie de sécurité américaine, par exemple. Mais c'est vrai que la conclusion à laquelle on arrivait dans l'émission hier, Mathieu, était de dire que finalement les marchés et la géopolitique sont deux mondes qui s'ignorent de plus en plus, la grande variable macro étant le pétrole. Et c'est vrai que, quoi qu'on en dise, peu à peu, le monde est de moins en moins sensible au pétrole, du fait notamment de l'électrification massive dans certains pays. Je pense évidemment à la Chine, qui continue bien sûr malgré tout de consommer du pétrole. Bref, je voulais avoir votre regard là-dessus, et c'est vrai qu'on s'est focalisé sur les grands marchés macro, mais on peut regarder un peu plus finement peut-être la situation des marchés qui existent au Venezuela, Mathieu. Alors, juste un point bien sur sûr. Le pétrole. Effectivement, durant le week-end, on a vu pas mal d'analystes qui cherchaient tous les produits dérivés qui pouvaient coter durant le week-end pour avoir une idée et préparer leurs notes. Finalement, il n'y a pas eu beaucoup de variations. Pourquoi ? Parce que ça représente environ 1 million de barils par jour, c'est 1% de la consommation mondiale. Il y a une quinzaine d'années, c'était 2 millions de barils de production. Pour y retourner, ce serait des investissements sur 5 ans, en dizaines de milliards d'euros. Bon, finalement, pourquoi est-ce que le Venezuela aussi avait une baisse de la production pétrolière ? Ce n'était pas forcément par incompétence, c'est simplement qu'il se finançait à des taux d'intérêt très élevés. Des taux d'intérêt tellement élevés que ce n'était pas rentable. C'était pas rentable pour eux d'investir pour produire du pétrole. Le gros de la cotation des actifs vénézuéliens, en fait, c'était des bonds des obligations émises par le principal exploitant gouvernemental de pétrole. Et effectivement, il y a eu une réappréciation de ces obligations, que ce soit de court terme, de plus long terme, ou même celles qui ne sont pas encore remboursées et qui sont pourtant antérieures, qui remontent à environ, on va dire, 30 centimes du pair. Mais ça reste des actifs qui ont un rendement au-delà de 20%. On verra selon comment ça se passe entre les équipes Trump et puis Delcy Rodriguez, par où passeront les financements, les joint ventures entre les majors américaines et puis et vous dites que le redressement de la production, c'est à minima une histoire de long terme pour le Venezuela. C'est à minima une histoire de long terme, c'est peut-être 500 000 barils par jour d'ici 2 ans et 1 million et quelques au mieux d'ici 5 ans. Mais oui, ça représente 1% de la production mondiale. Et puis sur du baril qui n'est pas de première qualité, en fait, à raffiner, c'est compliqué. Les structures pour raffiner ça, il y en a un peu aux États-Unis, il y en a beaucoup en Asie, et c'est pas sûr qu'il y ait une prise de contrôle américain, ce soit du pétrole lourd qui rejoigne les raffineries asiatiques. Ouais. Qu'est-ce qu'il faut comprendre plus globalement ? Enfin, qu'est-ce que cette démonstration de force américaine, disons-le, au Venezuela, nous dit de ce nouvel ordre mondial, mais qu'on décrit depuis déjà un certain temps, alors qui se déroule sous Trump aujourd'hui, mais qui a peut-être commencé avant Trump et qui continuera au-delà de Donald Trump. Et encore une fois, quand
quand on se place dans la sphère des marchés. Qu'est-ce que l'investisseur doit retenir de cette situation ? Alors, c'est effectivement le retour de la doctrine Monroe version Trump, qui avait sorti sa stratégie il y a environ un mois, écrit dans un style très trumpien qui avait fait rire certains observateurs. Bon, il prouve au moins qu'il la met en application. Ce qui peut être intéressant, c'est qu'on a eu quand même beaucoup de digressions sur une dédollarisation très rapide des actifs de réserve. Bon, du point de vue d'un dirigeant d'un pays qui s'entend pas forcément très bien avec les États-Unis, finalement la question essentielle, c'est pas savoir si son chef de la Banque centrale a gardé ses réserves de change en bons du Trésor ou en or. Donc l'urgence à liquider les bons du Trésor américains pour les mettre en or, c'est peut-être un mouvement qui peut se ralentir un tout petit peu. Ça devient un peu secondaire dans certains cas. Dans certains cas, c'est effectivement pas là où s'inscrit directement le rapport de force. C'est ce que nous a prouvé Trump, à la surprise de la plupart des gens, le dernier week-end. Bon. Cet aspect géopolitique, encore une fois, quand on est dans la sphère des marchés, de l'investissement, Nuno, alors c'est le Venezuela, mais on parle évidemment du Groenland, l'Iran est toujours un point chaud, je parle aussi du Moyen-Orient en général, et puis toujours Ukraine-Russie, hein, bien sûr. Oui, alors c'est vrai que la doctrine Monroe tendrait à inciter les États-Unis à intervenir surtout sur leur zone d'influence majeure qui est quand même l'Amérique du Sud, voire du Nord. Oui, du Nord au Sud. Cependant, s'il y a des gains faciles à obtenir, et en particulier en Iran, avec quand même un soulèvement populaire qui prend de l'ampleur et qui menace très sérieusement le régime pour la première fois, avec notamment des soutiens à l'Iran au régime iranien qui sont en diminution. Donc, il est clair qu'il n'y a plus le Hezbollah, le Hamas qui peuvent amener autant de soutien. Si il y a une opération possible entre Israéliens et Américains pour préparer une éventuelle transition, je pense que ça sera saisi. Apparemment, il y a des mouvements militaires assez importants d'avions cargo qui transporteraient notamment des hélicoptères et des troupes potentiellement pour pouvoir intervenir sur quelque chose qui serait probablement davantage soutenu par la population, parce que on n'avait pas vu ce même mouvement récemment, en tout cas au Venezuela. Là, on a un mouvement quand même d'ampleur qui déstabilise profondément le régime. On en a eu dans le passé des mouvements de contestation populaire en Iran qui, j'allais dire, ont toujours été matés, pour dire les choses. Oui, tout à fait. Là, peut-être que la situation peut prendre une ampleur différente. D'autant que, effectivement, les différents dominos qui soutenaient quand même l'Iran sont en train de tomber eux aussi. Et peut-être que la menace d'une opération type Maduro pourrait peser sur le leader iranien Khamenei, l'inciter à fuir en Russie. Bon, on reste dans la discussion géopolitique, ou est-ce que le marché essaye ou peut mettre un prix sur ce genre de situation, de changement de régime dans des pays qui ne sont pas des petits pays. Le marché n'a pas été trop ému par les bombardements sur les sites nucléaires lorsqu'ils sont intervenus en 2025. On peut imaginer que ça n'aura pas beaucoup plus d'impact en cas de chute du régime iranien. Donc là encore, c'est des pays qui, même si l'Iran représente une capacité de production plus importante, ça va plutôt dans le sens d'une augmentation de la production, au moins à terme, par baisse des mesures d'embargo, etc. Donc, ce n'est pas quelque chose qui inquiète particulièrement les marchés. Oui, ce n'est pas inflationniste, par exemple. Exactement. Léa, quelques commentaires, c'est toujours des sujets qui nous intéressent, qui vous intéressent en tant qu'investisseur, mais voilà, j'essaie de garder le lien entre géopolitique et marché, même si ce lien est peut-être distendu aujourd'hui. Je dirais que depuis en fait l'invasion de la Russie en Ukraine, les marchés n'ont plus vraiment réagi à aucune de ces nouvelles. Donc ça, c'est la première chose. Donc on a un marché qui s'en désintéresse totalement. Le pétrole est une des raisons, puisqu'effectivement, ça a souvent été, je dirais, le catalyste, l'indicateur un petit peu de ces tensions. Il y a effectivement, c'est l'épaisseur du trait pour l'affaire au Venezuela, mais en réalité, c'est surtout qu'on arrive à un stade où finalement, il y a trop de pétrole. La demande s'affaisse structurellement, l'électrification entre autres, mais
pas que. On a des économies qui sont de plus en plus matures et le choc de croissance sur la demande est largement derrière nous. Et donc finalement, la seule chose que le marché regarde, c'est ça. Alors dans les chocs géopolitiques qui pourraient avoir un impact, je disais la guerre en Ukraine en a eu un parce que ça a réveillé l'Europe, ça c'est la bonne nouvelle. Donc on a eu cette... Et d'ailleurs les marchés, pour le coup, ont véritablement... Elle a révélé des dépendances très fortes, bien sûr. Absolument. Ça a réveillé à la fois la politique, mais ça a réveillé aussi les acteurs économiques. Et donc ça a enclenché une phase d'investissement très importante et qui va durer, très probablement, et qui va continuer de durer, étant donné justement les actions que certains hommes politiques, notamment Trump, peuvent avoir de manière spontanée, dépasser totalement les règles finalement de la politique internationale. Donc je pense que ça conforte l'idée que l'Europe doit aller vers cette indépendance. Et puis, je pense que le seul conflit qui pourra être éventuellement problématique, c'est celui qui concerne Taïwan, pour des raisons liées au marché. Parce qu'on a le plus gros producteur de puces, qui est TSMC, et qui, du coup, mettrait à mal une chaîne de valeur extrêmement importante dans le monde entier s'il venait à y avoir un... TSMC, alors qui anticipe aussi, et les clients de TSMC anticipent aussi avec un groupe qui est capable aujourd'hui quand même de construire des sites en dehors des sites historiques de Taïwan. Tout à fait, mais ça serait néanmoins, les capacités de production aujourd'hui sont quand même massives et ne permettraient pas, si demain il y a effectivement une situation qui évolue pas dans le bon sens pour Taïwan, de pallier à tous les besoins, les demandes des entreprises. Bon, parlons du réveil de l'Europe, c'est un sujet que j'aime bien en ce moment, enfin, et pas que moi, le marché peut-être, les gérants d'actifs, les sociétés de gestion. Comme je le disais hier, je mesure l'engouement du thème de la souveraineté européenne ou de l'autonomie stratégique de l'Europe à travers le nombre de fonds, par exemple, qui se lancent sur ce sujet-là depuis des semaines et des mois. Léa, vous êtes dans le camp de celles et de ceux qui pensent qu'il y a vraiment des raisons d'y croire. Ah oui, c'est pas un mythe. Oui, je pense que là, effectivement... Il y a une réalité au bout du chemin. Oui, il y a une dynamique qui est enclenchée et il va falloir distinguer tout ce qui rentre dans la souveraineté. Parce qu'en réalité, la souveraineté qui a bien fonctionné sur les marchés pour l'instant, c'est la souveraineté au sens de la défense et de l'armement. Mais en fait, elle est couverte par beaucoup d'autres thèmes au niveau européen. Ça passe par la santé, ça passe par la technologie, ça passe même par la banque, les financements, et on peut même aller jusqu'évidemment à la transition énergétique. Donc en fait, on a un thème de souveraineté qui est extrêmement large. Le seul qui fonctionne aujourd'hui, en termes de placement boursier, c'est la défense et l'armement. N'oublions pas en revanche que ce ne sont pas des entreprises qui avaient besoin de financement en tant que telles. Les entreprises de la défense et de l'armement européennes cotées sont des entreprises d'extrêmement bonne qualité, avec des leaderships assez importants, pas de problématiques de bilan particulier, de la valorisation qui était largement sous-cotée. Là, on commence évidemment à s'approcher plus de valorisation, on dira normalisée, mais c'est pas là où le financement sur la souveraineté doit aller en réalité. Et d'ailleurs, l'Europe le redit régulièrement, il y a le tissu ensuite industriel en dessous qui a véritablement lui besoin d'être accompagné par des financements beaucoup plus importants. Donc la dynamique peut passer par des carnets de commandes et on va les voir en réalité arriver, ces carnets de commandes. Il ne faut pas oublier qu'on a eu des annonces, qu'on a effectivement certains acteurs très précis comme Rheinmetall qui, eux, pour un contexte spécifique, vont avoir effectivement une explosion de leurs carnets de commandes à très court terme. La question, c'est maintenant comment le plan européen va s'irriguer réellement dans ces grandes entreprises, comment ces carnets de commandes vont être alloués. On voit bien que tous ne vont pas dans les entreprises européennes, ça c'est la première chose. Et surtout, comment ensuite ils vont être délivrés opérationnellement. Et ça, on a vu des explosions dans beaucoup de secteurs de carnets de commandes. Ça pouvait être le ferroviaire à une époque, l'énergie à une autre époque. L'industrie, lorsqu'elle engrange des carnets de commandes importants, il peut y avoir des grains de sable dans les rouages tout simplement opérationnels. Crise de croissance, crise d'exécution. Exactement, crise d'exécution, donc choc sur les marges. Délai, retard, impayé parfois. Et donc, c'est ça qu'il va falloir surveiller parce qu'il va être question de la qualité ensuite, ce qu'on appelle du delivery de ces entreprises. Bon. Donc, c'est pas un thème boursier qui est un long fleuve tranquille pour autant. Non, mais c'est un thème boursier qui est, à mon avis, intéressant de toute façon à avoir dès lors qu'on garde un horizon de temps long. On est quand même sur les marchés actions, donc pas l'oublier. Mathieu, c'est un thème, c'est plus qu'une mode, cette idée d'une souveraineté européenne, d'une autonomie stratégique retrouvée, ou est-ce que ça coïncide à un moment où la somme des intérêts domestiques, nationaux, va dans un sens et pourrait diverger demain, d'une certaine manière? Alors, la souveraineté, c'est l'objectif en premier de sécurité. Effectivement, la sécurité, soit ça se construit, soit ça s'achète. On l'a acheté, notamment en ayant des balances commerciales défavorables. Là, elle commence à se reconstruire. Ça va être un travail long.
certains pays ont peut-être plus les marges de manœuvre pour réussir à attirer ces investissements. On peut penser à l'Allemagne, où finalement la somme des différents plans de relance sur les 5 prochaines années est assez gigantesque. Et je pense notamment des perspectives de baisse de résultats, des baisses de taux d'imposition des résultats à partir de 2028 en Allemagne. Et puis même de manière transitoire et de manière assez intelligente, des augmentations des taux de dépréciation sur les dépenses d'investissement que vont pouvoir passer les entreprises allemandes. Et puis au-delà de ça, pour faire vivre tout un écosystème, de l'investissement dans les infrastructures. Donc là-dessus, la réindustrialisation partielle de l'Europe, c'est quelque chose auquel on adhère. Tactiquement, sur la défense aussi, de nouveau, on avait eu une espèce de reflux. Il y a une forme de saisonnalité ces dernières années sur la thématique de la défense. On a vu un reflux des valorisations à la fin de l'automne. Et effectivement, on parlait d'impact marché du Venezuela. On l'a bien vu dans le cours de bourse, par exemple, de Rheinmetall. Mais globalement, oui. Ensuite, savoir où la capter, dans quel pays européen, ça risque d'être compliqué. Une Allemagne qui se permet pour la première fois de descendre à des déficits budgétaires de l'ordre de 4% hors période récessive, effectivement, c'est peut-être un endroit où les entreprises peuvent se projeter plus facilement à moyen terme. Et alors, d'autant plus qu'Odo BHF est franco-allemand. Enfin, je veux dire, vous êtes un établissement franco-allemand, si je puis dire, Mathieu. Le marché n'a pas encore ajusté le bon prix quand on regarde, je sais pas, les actions allemandes, les small et mid cap allemandes. Il y a eu des belles performances déjà derrière nous, mais le prix du plan de relance allemand, le bon prix est encore à venir. Il y a eu des belles performances, il y a eu des valorisations qui sont redressées, mais on n'est pas vraiment sur des taux de marge qui correspondent à ceux de moyenne de cycle. On est plutôt proche de marge de bas de cycle dans encore pas mal de compartiments. Donc oui, on pense qu'on aura une poursuite de la croissance du marché européen dans son ensemble, même au-delà de l'Allemagne. Attention, on parlait du réveil de l'Europe. C'est vrai que les analystes et le consensus prévoient un réveil, et puis même un réveil très dynamique. Je crois que les perspectives de croissance des résultats pour 2026, c'est bien au-delà de 10%. On va rattraper 3 années de croissance nulle, c'est ça historiquement, je crois que sur plus d'une décennie, en dehors peut-être de 2020 ou 2022, on a toujours eu des révisions à la baisse qui, en général, nous ont ramené en territoire très proche de zéro, parfois en dessous. Mais oui, on pense qu'on aura effectivement une hausse, et puis pas simplement dans certains segments des large cap, des résultats nets agglomérés des entreprises européennes. L'environnement 2026 est bon pour nos marchés en Europe, nos actions européennes. 25 a été une belle année, il faut quand même le dire, malgré tout ce qu'on peut nous-mêmes dire, commenter ou entendre sur l'Europe, ses fragilités, ses faiblesses, ses imperfections, etc. Les marchés boursiers, eux, voient les choses peut-être de manière un peu différente. 2026, les paramètres sont économiques, politiques, sont bons encore pour l'Europe en 2026 Oui, c'est ce qu'on pense. Alors, c'est d'autant plus vrai qu'on a eu quand même des vents contraires en 2025. On a eu la force de l'euro qui aurait pu pénaliser. On a eu les droits de douane qui auraient pu pénaliser les droits de douane américains. Finalement, on a eu quand même une dynamique boursière assez bonne, un retour des flux. C'est vrai qu'on attend les résultats. Si on n'a pas l'effet de change et qu'on digère un petit peu cette dynamique des droits de douane, on devrait quand même pouvoir avoir des résultats en progression assez sensible, d'autant plus qu'il y avait un paramètre qui, jusqu'en 2022, manquait, c'était le secteur bancaire, qui pèse quand même beaucoup dans les indices et qui devrait continuer à délivrer des croissances bénéficiaires, peut-être pas aussi spectaculaires, mais encore positives. Donc, il y a pas mal de secteurs qui pourraient quand même rattraper un peu parce qu'ils ont été délaissés. On parle de la qualité. Voilà. Tout ce qui est qualité a été délaissé. Il y a évidemment une dynamique peut-être un peu meilleure à attendre du côté des pharmaceutiques, qui a quand même été un secteur dans la qualité qui a été... on a vu un mieux, on va dire, à partir du mois de septembre, quand même, septembre-octobre. Donc, il y a des raisons, à mon sens, d'être assez confiant, d'autant plus qu'on a des conditions financières qui sont quand même détendues. Il y a toujours un effet
de latence Ouais. entre la détente des conditions financières. Ce qui manque, c'est peut-être justement la partie longue des courbes de taux, où on a eu quand même des tensions. Ça n'a pas été une bonne année obligataire. Non, Donc pour les l'Allemagne entreprises... va être en déficit excessif de 4%. Alors pour les entreprises qui ont une structure de bilan un peu moins favorable, ça peut peser. Si ça se détend de ce côté-là, avec l'inflation qui maintenant rentre quand même dans les clous, et c'est quand même ça qui est le déterminant des taux à long terme le plus important, on devrait avoir un environnement un peu plus favorable. Donc en tout cas, suffisamment favorable pour autoriser probablement une performance peut-être à 2 chiffres sur les marchés européens sans que ce soit quelque chose de spectaculaire. J'ai regardé de manière intéressante, parce qu'on parle beaucoup de bulles sur les 7 magnifiques, mais le parcours des banques sur les 5 dernières années, ça a été du même On en tonneau. discutait avec du même Léa tonneau. Mathieu juste Donc, avant que vous une des arriviez. questions pour les indices européens, c'est est-ce qu'on va continuer Mais sur le secteur bancaire? Pour l'instant, j'ai posé la question pour la première fois sous cette forme, je crois, il y a quelques semaines, juste avant la fin d'année. Faut-il s'inquiéter d'un risque de bulle sur les banques européennes? Après 5 ans de surperformance, plus de 20 trimestres de beat and raise, des niveaux de valorisation qui ont quand même peut-être doublé, partant de très bas pour certaines banques d'entre elles. Alors je ne me réfère pas à ce qu'on a connu avant la période de la grande crise financière. Peut-être que ce sont des objectifs inatteignables aujourd'hui. Je n'en sais rien, mais est-ce qu'il y a une surchauffe quand même autour du thème bancaire en Europe? On va avoir un élargissement du marché, aussi bien aux États-Unis, où on sent bien quand même que les investisseurs commencent à regarder un petit peu en dehors de la tech. Si ça doit continuer, ça doit continuer de cette manière-là. Exactement. Et en Europe, peut-être regarder un petit peu au-delà du secteur bancaire et de la défense pour investir sur d'autres secteurs, et peut-être aussi descendre un petit peu aussi en termes de taille de capitalisation, parce que c'est là où les besoins de financement sont les plus importants. Donc tous ces fonds sur la thématique de la souveraineté, ils devraient quand même irriguer un petit peu toutes ces valeurs. Je vous pose la question, Mathieu, un de vos confrères, donc c'était chez Edmond Rothschild, m'affirmait qu'il n'y avait pas de bulle sur le secteur bancaire, mais je pose quand même la question, après 5 ans de surperformance, est-ce que c'est un sujet quand même, la question des banques européennes? En Europe, ça fait longtemps qu'on n'avait pas été habitué à avoir des cours boursiers au-delà des capitaux propres. Deutsche vient, je crois, de repasser au-delà de sa valeur intrinsèque. Quand les bancaires italiennes étaient passées au-delà de 100% de la book value, effectivement, ça surprenait un peu. Mais ça va avec un retour d'une bonne rentabilité de ces capitaux propres. Enfin, schématiquement, on a traversé toute une décennie avec un rendement des capitaux propres qui était aux alentours de un peu au-delà de 5%, 5-6%. Et puis des banques qui se payaient 60% des fonds propres. On est remonté vers des niveaux de rentabilité de ces fonds propres bancaires actuellement qui sont un peu au-delà de 12%. Et effectivement, des banques on paye 1,2 fois les capitaux propres. En 2005-2006, la rentabilité des fonds propres bancaires, en tout cas celle qui était comptabilisée à l'instant T, était de l'ordre de 18%. Et effectivement, on payait les banques environ... Mais ce monde, il n'existe plus, Mathieu. Ce monde n'existe plus. Mais il n'y a pas eu finalement une énorme distorsion et un re-rating gigantesque des banques. Oui, on peut trouver des points, effectivement, où tel ou tel établissement était vraiment une valeur absolument massacrée. C'était une question de continuation ou d'arrêt, d'une certaine manière. Ouais. Mais le gros du re-rating bancaire de cette année n'a pas été un re-rating, c'était une réappréciation des résultats ont été là. Et à contrario, quelque chose d'assez intéressant, c'est sur le secteur de l'énergie qui a été très en retard cette année. Quand on prend les majors pétrolières européennes, effectivement, ils ont une performance à peu près nulle, on va dire, sur 2025, mais avec des perspectives de résultats 2026 qui sont en baisse, dans certains cas, de 20%. Donc finalement, là aussi, on a eu un re-rating de 20%. Donc finalement, il y a à peu près l'ensemble de la cote qui s'est re-raté, et puis les banques
pas forcément plus Ouais. que la moyenne des autres secteurs. Ouais, je comprends. Léa, sur ce marché européen, et l'idée qu'il y a peut-être eu des excès alors dans l'univers de la quality growth, effectivement. Alors pourtant, le luxe a été plus qu'une darling pendant des années pour les gestionnaires d'actifs, food and beverage, la santé aussi. Dans le secteur des logiciels, il y a eu des histoires compliquées. Enfin, il n'y a jamais eu autant d'écart de performance entre la qualité et le reste du marché. Je dirais même au-delà de la qualité, de la croissance que l'on oppose à la value et donc des défensives qu'on oppose aux cycliques. Ouais. En réalité, ce qui a fonctionné en 2025, c'est les values cycliques. Ce qui est sûr aussi, c'est qu'on a eu une année 2025, et tout le monde l'a dit, particulièrement concentrée. Sans certains secteurs, il n'y a quasiment pas de performance pour beaucoup d'indices, ou sans certaines entreprises très concentrées aux États-Unis, notamment dans la technologie. Donc c'est important que le marché aussi se réapproprie les autres idées d'investissement et y trouve de la valeur. Parce qu'on a pu voir certaines aberrations de marché en 2025, les logiciels étant un très bon exemple, avec des performances catastrophiques. Prenons SAP, je pense que c'est un des pires performeurs dans les grandes capitalisations européennes l'année dernière, alors même que les perspectives de résultats et d'ailleurs toutes leurs publications ont été de très bonnes factures. Pourquoi ? Parce que les logiciels sont perçus par les marchés comme disruptés par l'intelligence artificielle. Voilà. Cette perception, elle peut changer. Parce que ça a été le grand thème de la deuxième partie d'année, winners ou losers de l'IA, et le marché exerce une pression très forte de part et d'autre. Le marché fait des choix assez radicaux et se polarise de manière assez forte. Prenez aujourd'hui... et la perception peut changer. Donc. Alors oui, et je vais citer quelques exemples. Prenez aujourd'hui Johnson Control qui n'a rien dit, mais qui par... Équipementier automobile, c'est ça batterie, non, c'est quoi? Ils font quoi maintenant? Johnson Control, ils font des systèmes de refroidissement, notamment pour les data centers. Ils font beaucoup d'autres choses, c'est très gros. Mais il y a Johnson Maté. Johnson Control, énorme capitalisation aux États-Unis, qui perd plus de 10%, en tout cas avant que je n'arrive, pour une seule raison, parce que Nvidia propose une nouvelle génération de puces qui consomme moins d'eau et donc moins de refroidissement. Et en fait, on a eu énormément de thèmes comme ça en 2025. Et donc, c'est là où il va falloir différencier ceux qui ont beaucoup trop souffert, alors même que finalement, la réalité va être assez différente. Je pense que la publication des résultats annuels va être la première étape pour reconsolider. Parmi les secteurs qui sont intéressants à regarder, effectivement, la santé, où on a eu de bons résultats, où on a de bonnes perspectives, où on a des croissances bénéficiaires. Si on met Novo à part, par exemple, voilà, c'était un qui était déjà un ovni, mais des Astra, des grandes valeurs comme ça, qui ont délivré. Ont délivré. On fait d'ailleurs pour certaines de belles performances, mais il y a encore du chemin pour revenir sur des valorisations comme on a pu connaître précédemment. Je ne crois pas trop aux thématiques qui touchent à la consommation. Pauline en a parlé notamment sur le sportswear. Malheureusement, les consommateurs ne sont pas trop là, que ce soit en Asie, que ce soit aux États-Unis. Bon, en Europe, c'est légèrement atone aussi. Donc cette thématique-là, elle ne va pas rebondir immédiatement. Et puis, pour revenir sur le point, les perceptions peuvent changer. Prenez les énergies renouvelables. La perception a complètement changé l'année dernière parce que l'IA est arrivée. Prenez les banques. En 10 ans, la perception a complètement changé. Il y a des cycles dans tout. En revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut pas perdre de vue qu'on a un marché européen, et ça, c'est mon point pour l'année 2026, qui va certainement encore bénéficier d'une très belle croissance, appuyé, et c'est beaucoup plus sain cette année, par une revalorisation des bénéfices. On a eu une revalorisation multiple l'année dernière. Cette fois, c'est la bonne. Oui. Tout le monde y croit. Et il y a des raisons. Elles sont simples à expliquer. Les marges, notamment dans les valeurs cycliques et les industriels, vont s'améliorer. Les financements sont plus bas, les coûts sont plus bas, globalement. Et donc là, on est sur un super cycle d'investissement et de CAPEX avec normalement des rentabilités meilleures. Ça, c'est une très bonne nouvelle. Si ça se concrétise, je pense que l'année 2026 sera un bon cru. Ouais. Gagnant et perdant de l'IA, c'est un thème ou en tout cas une question qui va animer le marché encore, j'imagine, pendant des mois et des trimestres. Bien sûr, et même au sein avec des changements de pied. Voilà, on a vu des écarts de performance importants au sein des acteurs de l'IA aux États-Unis. Selon les périodes, voilà. Et Broadcom. Là, on voit Nvidia qui annonce à nouveau une nouvelle génération de microprocesseurs beaucoup plus performants, donc qui devrait être mis en fonctionnement au deuxième semestre. Donc, ça peut redonner du tonus à cette valeur. Donc, on aura, des évolutions. Gagnant et perdant, au-delà des fournisseurs de pelles et de pioches, c'est ça mon sujet. C'est-à-dire, l'IA irrigue l'ensemble des secteurs, et dans ces secteurs, il y aura des gagnants et des perdants, en dehors de savoir si c'est Nvidia, Broadcom, AMD, etc., dans le secteur des semi-conducteurs. Oui.
Oui, non, tout à fait. Il y a effectivement des évolutions qui sont très différentes. Il y aura d'abord, probablement des acquisitions aussi qui seront faites pour se positionner sur tel ou tel segment. Et donc, on voit que le marché commence à être beaucoup plus discriminant. On a vu l'exemple d'Oracle, parce qu'il y a le sujet des bilans aussi. Oracle, c'est intéressant, hein. C'est-à-dire C'est que plus 30 et moins 40 derrière. voilà, Quoi. si on n'est pas capable de financer un certain nombre de développements et on veut faire du buzz pour le buzz, ça marche plus aussi facilement. Et on a vu le même phénomène, je dirais, à la fin des années 90, où il y a eu des excès d'annonces et puis à un moment donné des déceptions sur les résultats. Pour l'instant, ce qu'on ne voit pas vraiment aux États-Unis, c'est-à-dire que pour l'instant sur l'IA, il y a plutôt des bons résultats, il n'y a pas d'annonce de baisse des marges, de baisse des résultats qui pourrait commencer à inquiéter un peu les investisseurs. 2026, c'est déjà le point de rendez-vous entre les investisseurs et ceux qui développent ces infrastructures d'intelligence artificielle. Mathieu, ceux qui déploient les CAPEX, qui s'engagent sur des CAPEX stratosphériques, avec désormais de la dette pour financer ces CAPEX. C'est au cours d'une année comme 2026 qu'il y a un point de rendez-vous à attendre entre le marché et la rentabilité de ces investissements, ou le marché peut rester bienveillant et confortable avec l'idée que la rentabilité sera toujours un peu plus lointaine, peut-être. Alors, c'est des entreprises qui font des CAPEX, qui accumulent des actifs, et des actifs dont la valeur de marché est ensuite difficile à évaluer. C'est certain, c'est des actifs dont la valeur baisse de jour en jour parce que ça se déprécie. C'est un monde où il y a des évolutions technologiques rapides. Pour donner un ordre de grandeur, juste au niveau des principaux acteurs américains, en termes de CAPEX sur les prochaines années, on parle quand même de 500 milliards d'investissements. Une hypothèse assez raisonnable, c'est peut-être de... Par an. Oui, par an, oui, tout à fait. Disons que sur 5 ans, ensuite, on a du matériel qui devient obsolète. Et effectivement, ça veut dire que sur 5 ans, il faut réussir à générer 500 milliards de revenus. C'est des chiffres... C'est difficile à mettre en place. Alors, si on essaye de reprendre un peu de macro dans tout ça, quand on croise les différentes études, ça peut être de brokers ou alors universitaires, on se dit on peut peut-être avoir d'ici 2035 une contribution à la croissance du PIB via les gains de productivité de l'ordre de 0,3 par an. Ça fait 3 à 4% de PIB en plus, horizon 2035. Ça peut faire, de l'ordre de 4 000 milliards de PIB au total. Ça risque d'être compliqué parce que c'est peut-être pas effectivement simplement les fournisseurs d'IA qui vont réussir à capter l'ensemble de la survaleur et de la croissance économique supplémentaire créée. Donc effectivement, en fait, une décorrélation qui est en train de se produire. On parlait beaucoup il y a un an de la décorrélation qui était croissante entre secteurs au sein du SP500. Et là, il y a de nouveau une décorrélation, qui se voit dans les marchés optionnels. Au sein du secteur de la tech. De la tech. Voilà, c'est-à-dire que, pour parler simplement, les options sur la moyenne de la cherté des options sur les boîtes de tech devient de plus en plus élevée par rapport à la moyenne des options sur l'indice. Ouais, je comprends. Comment va se structurer cette conversation IA là, en 2026 ? Vous avez déjà répondu en partie à la question. L'énergie, pour vous, c'est un vecteur naturel d'exposition à ce thème-là. Oui, l'énergie, l'électrification, la construction, la gestion des data centers. En fait, la chaîne de valeur est extrêmement large. Je pense que la première moitié de l'année est assez confortable pour toutes les raisons qu'on vient d'évoquer. Ce sont des entreprises saines, pas très valorisées, pas particulièrement survalorisées, il n'y a pas de bulle. En revanche, la politique monétaire américaine va être essentielle dans le maintien de bilans sains. L'endettement qui est en train de se faire, il peut faire peur, notamment si les boucles en fait de financement entre entreprises, on voit beaucoup de schémas qui sortent et qui expliquent qu'elles sont toutes liées les unes par rapport aux autres. Donc, si en plus les bilans se gonflent et que l'intérêt de la dette est très élevé et que la rentabilité n'est pas aussi bonne que prévu, ça peut faire peur. Ça, c'est plutôt deuxième moitié de l'année. J'ai beaucoup de confiance en Donald Trump pour inciter son nouveau gouverneur de la Fed vers une politique monétaire accommodante et pour les investissements de la technologie, mais aussi pour le bilan américain. Une Fed quand même qui trouvera les arguments, bien sûr, mais qui
capitulera dans une certaine mesure? Non, ils ont annoncé 30 ou 35 000 milliards de dollars d'économies sur l'intérêt de la dette si les taux américains devaient baisser. Je crois même qu'il a annoncé avant-hier qu'il ne voyait pas pourquoi les taux américains ne seraient pas les plus bas du monde. Alors, bon, on comprend que dans son annonce générale qu'ils ont besoin de ça. En tout cas, ce cycle de super capex, s'il est trop cher à financer, ça va être compliqué. Bon. Voilà, donc ça, c'est plutôt la deuxième moitié de l'année. Enfin, pour l'instant, ceux qui financent ce cycle le financent plutôt sur les cash flows, en fait. Oui. Donc, oui, la dette vient d'arriver. On commence un petit peu pour des entreprises... Des entreprises qui ont des signatures exceptionnelles. Voilà, tout à fait. L'autre risque aussi, c'est que si il y a perception par le marché d'une perte d'indépendance de la Fed trop importante, là, ça peut faire monter les taux longs. Oui. Parce que ça voudrait dire perte de crédibilité sur l'inflation, et donc ça, c'est contre-productif. Donc, le chemin doit être quand même bien géré, mais je pense qu'il devrait être bien géré parce qu'il y a quand même des équilibres au sein de la Fed qui font que même le nouveau patron de la Fed n'aura pas forcément complètement les coups des franches. Bon, ça fait partie des annonces qu'on attend en ce début d'année. Alors, il y a quand même aussi, on y reviendra, mais une décision de la Cour suprême sur la validité des tarifs douaniers qui ont été appliqués par Trump et son administration, la nomination du successeur de Jérôme Powell également, qui est attendu dans les prochaines semaines. Sauf erreur sur la possibilité pour l'administration de démettre justement, parce qu'il y a le cas de Lisa. La Cour suprême a protégé la Réserve fédérale américaine, notamment par rapport à d'autres administrations fédérales. Un mot des marchés, c'était une enquête toujours intéressante à décrypter, que vous suivez forcément, le Fund Manager Survey de Bank of America, je les cite bien sûr, un de leurs analystes était avec nous en toute fin d'année dernière pour commenter le baromètre de décembre, qui montre, alors c'est ce qu'on appelait à l'époque, Mathieu, je me tourne, la capitulation des investisseurs institutionnels. C'est-à-dire le niveau de cash est tombé légèrement au-dessus de 3% dans les portefeuilles des grands gérants institutionnels mondiaux au mois de décembre, et l'enseignement de l'analyste de BofA était de nous dire qu'effectivement, c'est des gérants qui ont quand même, pour certains d'entre eux en tout cas, couru après le papier, et en courant derrière le papier, couru après les petits porteurs et les investisseurs particuliers. Le jeu des marchés, désormais, est plutôt à la faveur du retail, des investisseurs particuliers, plutôt que des investisseurs institutionnels, Mathieu? Alors, moi, ce qui m'a surpris, on peut même remonter à l'enquête de novembre, où, pour la première fois depuis, je crois, une dizaine d'années, les gérants trouvaient que leurs entreprises en portefeuille faisaient trop de CAPEX. Et il y a un retournement violent. Alors, ça faisait 10 ans qu'ils disaient que les entreprises ne sont pas assez leveragées, les spreads de crédit sont serrés, il faut émettre de la dette. Voilà. Là, d'un coup, c'est l'inverse. Alors, effectivement, on a les taux de cash, je crois, moyens dans les portefeuilles des gérants actifs qui est tombé à 3,3%. Il y a une chose qui doit expliquer ça, c'est quand même, on a eu une grosse sous-performance en moyenne de la gestion active par rapport au marché. Évidemment, c'est une histoire de flux. Oui. Les ETF captaient des flux au détriment des gérants actifs, et puis ça a même accéléré avec des gérants actifs qui décollectaient. Donc des tracking errors qui ont augmenté, des gérants qui se sont un peu recollés au bench. Ensuite, est-ce qu'il est bon de voir l'exposition du cash en nominal? 3,3%, ça ne paraît pas beaucoup. Mais dans un monde où la volatilité est faible, finalement, ça permet déjà de gérer les choses. Il faut avoir une poche de cash un peu proportionnelle à la volatilité. Une chose qui m'a surpris, actuellement, au niveau des marchés, on disait qu'on attend un fort réveil de l'Europe, et puis ensuite une journée calme. Si on regarde les options longues, à 1 an, actuellement, le marché anticipe moins de volatilité en Europe qu'aux États-Unis. Ça peut être un point éventuellement aussi de surprise. Ah oui, d'accord. Oui. Dans l'idée contrariante, vous dites que le réveil de l'Europe, ça peut être aussi le réveil de la volatilité sur les marchés européens. Oui, alors c'est aussi expliqué par des flux structurés, il y a différentes choses. Mais voilà. Les gérants ont peu de cash, mais les marchés optionnels laissent aussi penser que ce cash est relativement important par rapport aux variations de marché attendues. Et puis les politiques des banques centrales, a priori, n'auraient pas bougé énormément. Bon.
c'est vrai, là aussi, petit commentaire pour finir, Léa et puis Nuno. Oui, c'est ce qu'on disait en début d'émission. Le marché confirme les tendances qu'on a vues avec un appétit pour le risque. Alors, on en parlera avec Benjamin Louvet dans quelques instants, mais on a à la fois des actifs risqués purs qui montent et puis des actifs, alors historiquement dits refuges, comme l'or, qui montent de concert. Oui, très peu de choses qui n'ont pas monté l'année dernière en réalité, à part le dollar, le Bitcoin finalement, qui et est le pétrole. Voilà. Sinon, tout a monté. Ce qui est sûr, c'est que les éléments exogènes qui ont, par habitude, bousculé les marchés sont tous derrière nous. Honnêtement, à part Taïwan dont je parlais, moi je ne vois rien qui va faire bouger le marché de manière un peu surprenante. Et c'est une bonne nouvelle pour les gérants actifs, parce que qu'est-ce que ça a été compliqué de gérer avec ces marchés qui bougeaient dans tous les sens au gré des annonces des uns et des autres. Donc je pense que ça, c'est derrière nous. Et la très bonne nouvelle, c'est plutôt la santé économique de l'Europe, des États-Unis, un petit peu moins la Chine, même si le réveil se fera à un moment ou un autre, il faudra le surveiller. Moi, je suis une gérante plutôt européenne. On a quand même une zone qui va bien. Pas de signaux très compliqués. C'est un peu moins vrai sur les US. L'emploi, il va falloir surveiller. Mais l'Europe, ça va être pas un long fleuve tranquille. Mais bon, c'est rare des périodes comme ça avec beaucoup de signaux verts qui s'accumulent. Il y a l'idée que les choses sont plutôt bien balisées. Alors, je ne sais pas, entre le wishful thinking, etc. Mais c'est vrai que, ne serait-ce que le choc des tarifs, on se dit que voilà, la radicalité tarifaire de Trump, sans doute, est derrière nous, par exemple. Oui. Elle est derrière nous, elle est également probablement derrière l'Asie, qui a également assez bien digéré quand on regarde le solde extérieur de la Chine qui a battu des records en 2025. On se dit que finalement, ils sont assez bien débrouillés pour réorienter vers d'autres zones, dont l'Europe, malheureusement, leurs exportations. Et donc ça devrait être effectivement un élément moins perturbant, d'autant plus qu'on est en année de mid-term aux États-Unis. Donc, je pense que... Personne n'a intérêt à ce que ça déraille. Au niveau extérieur, Trump va essayer d'avoir quelques gains faciles comme ça, comme le Venezuela. Mais au niveau économique, il va s'attacher effectivement à permettre aux entreprises de bien bosser, éventuellement d'aider quelques secteurs comme le secteur pétrolier. Et puis c'est plus la question, comme ils disent, de l'affordability qui compte aujourd'hui sur le plan domestique aux États-Unis que le Venezuela. Oui, tout à fait. Et puis il y a effectivement le marché du travail qui doit rester également satisfaisant pour permettre des scores électoraux corrects. Une partie de la réponse vendredi avec le rapport mensuel sur l'emploi américain. Merci à vous trois d'avoir participé à l'émission ce soir Planète Marché avec Léa Dunan-Châtelet, DNCA, Nuno Teixeira, Vega IS et Mathieu Barrière, Odo BHFM. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir, c'est celui des matières premières et en premier lieu du pétrole qui reste quand même historiquement la grande variable macro-géopolitique. Et avec les événements des derniers jours, nous en parlons avec Benjamin Louvet qui est en visio avec nous, le directeur des gestions matières premières d'Ophi Invest Asset Management. Bonsoir et bienvenue Benjamin. Merci beaucoup d'être avec nous. Pas la première fois qu'on parle du Venezuela avec vous, Benjamin, pour décrire un pays qui a alors les réserves prouvées parmi les plus importantes du monde, peut-être les plus importantes du monde. Je ne sais pas quelle fiabilité effectivement est-ce qu'il faut donner à cette métrique-là. J'ai quand même en tête que vu ce qui s'est passé ce week-end et vu la réaction des marchés pétroliers ou l'absence de réaction des marchés pétroliers, les investisseurs ne sont pas en train de se dire que le redressement de la production vénézuélienne est là tout de suite prête devant nous pour demain. Oui. Bonsoir Grégoire. Plusieurs remarques sur le sujet. La première, c'est qu'effectivement, il y a un vrai questionnement autour du montant des réserves de pétrole du Venezuela. Les réserves sont aujourd'hui affichées à 300 milliards de barils, ce qui en fait effectivement les plus grosses réserves du monde devant l'Arabie Saoudite, d'une courte tête, mais ça fait grosso modo 17-18% des réserves prouvées. Alors, prouver est un bien grand mot parce qu'en fait, cette estimation, elle est basée sur des chiffres qui ont été communiqués à l'époque de Chavez au Venezuela et qui sont une extrapolation d'un modèle qui a été exécuté sur une partie du territoire vénézuélien. Donc, on peut se poser la question de la véracité de ces données, d'autant plus qu'il y a un organisme très sérieux, un consultant spécialiste des énergies qui s'appelle Rystad Energy, qui a publié une étude courant 2024 dans laquelle il faisait état de réserves qui seraient plutôt autour des 30 milliards de barils. Alors c'est déjà beaucoup, mais c'est quand même beaucoup moins que 300 milliards de barils, effectivement. Le deuxième point qui se pose comme question, c'est de savoir combien de temps
il faudra pour relancer la production. La première chose concernant ce sujet, c'est que la situation politique n'est pas stabilisée au Venezuela. On le voit bien. Delcy Rodriguez a au début annoncé qu'elle jouerait le jeu avec les Américains pour finalement reprendre la main et dire que le Venezuela n'était pas en quelque sorte un paillasson et qu'il continuerait à gouverner. Ce qui a amené Donald Trump à la menacer de la façon la plus violente qui soit, en disant que son sort pourrait être pire que celui de Maduro. Donc on a une situation qui est compliquée et qui n'exclut pas que les États-Unis aient encore besoin d'intervenir s'ils veulent vraiment stabiliser la situation. Et puis ensuite, il y a une autre question qui se pose, c'est que le pétrole vénézuélien est un pétrole très lourd, qui n'est pas forcément un pétrole très recherché parce qu'il demande à être mélangé pour arriver à être raffiné. Les raffineries ne sont pas tellement équipées pour traiter ce type de pétrole, mais il peut intéresser les Américains parce qu'il faut savoir que le pétrole de schiste que les Américains ont beaucoup développé ces dernières décennies est un pétrole, lui, très léger. Donc en mélangeant les deux, ils peuvent arriver à obtenir un pétrole qui a un niveau moyen de densité qui convient à leur raffinerie. Maintenant, il y a un deuxième problème qui est de savoir si les champs pétroliers du Venezuela peuvent être redémarrés pour ce qui est des champs de pétrole conventionnels. Et notamment, une question se pose autour du champ de Maracaibo, qui est le plus gros champ pétrolier du pays, parce que l'ancien directeur des installations de la compagnie nationale vénézuélienne, PDVSA, qui maintenant est exilé aux États-Unis, a, il y a quelque temps, dans une interview, montrer son scepticisme quant à la capacité de redémarrer correctement ce champ pétrolier parce qu'il a été arrêté de façon un peu anarchique et que la production pétrolière est quelque chose d'assez complexe et il n'est donc pas du tout certain qu'on puisse redémarrer ce champ pétrolier. Et puis il y a un dernier point, Grégoire, c'est que avant de pouvoir relancer l'exploitation de ce pétrole, il va falloir mettre les installations à niveau, ce qui va prendre du temps, demander beaucoup d'argent. Et puis, comme ce pétrole est très lourd, il va falloir, je le disais, le mélanger pour ensuite le faire passer dans des pipelines. Donc, ça veut dire construire des infrastructures pour mélanger ce pétrole, ensuite construire des infrastructures de transport. Donc, ça va être des investissements très lourds. Et d'ailleurs, le patron d'Exxon a été relativement prudent sur le sujet quand on l'a interrogé depuis les déclarations de Donald Trump et l'intervention au Venezuela, de même que le patron de ConocoPhillips. En gros, Grégoire, quand vous êtes un producteur de pétrole aujourd'hui et que vous avez le choix entre produire du pétrole de schiste chez vous avec un robinet que vous pouvez allumer très vite, en grosso modo ça met 3-4 mois pour lancer un puits de pétrole de schiste, et que vous pouvez aussi éteindre assez rapidement, pourquoi aller s'embêter à aller développer des ressources dans un pays où la situation politique n'est pas stable et où, comme le rappelait le patron d'Exxon, ils se sont déjà fait exproprier une fois. Donc on est très très loin, les spécialistes parlent de 6 à 8 ans minimum pour revenir à un niveau de production comparable à ce qu'on a pu connaître par le passé. Donc vous voyez bien qu'on est très très loin d'avoir trouvé un nouveau gisement de pétrole immédiatement utilisable par les États-Unis. L'autre sujet qui mêle production pétrolière et géopolitique, c'est l'Iran, peut-être, Benjamin. Alors, c'est pas la première fois qu'il y a une contestation populaire en Iran, mais peut-être que cette fois, c'est une contestation qui pourrait prendre une ampleur différente, avec un soutien peut-être plus appuyé, et en tout cas des soutiens de l'Iran qui ont été considérablement affaiblis au cours des derniers mois et des derniers trimestres. Benjamin, si jamais on avait un vrai changement en Iran, est-ce que là, il y a matière à imaginer que la donne pétrolière puisse être modifiée ? Alors, le vrai sujet, et on l'a vu d'ailleurs aussi au Venezuela, c'est que si jamais il y avait un changement en Iran, comme vous le mentionnez, ce qui compte, c'est de savoir comment se fait ce changement, est-ce qu'il se fait de façon violente ou pas. Je pense que la vraie question est de savoir si les États-Unis interviendront. Parce que tant qu'on est dans une contestation populaire, à moins qu'elle dégénère réellement, on peut s'attendre à ce que l'Iran continue à profiter en partie de ses soutiens, mais quand bien même le gouvernement iranien perdrait, on est en droit de se dire que les installations pétrolières, dans ce cas-là, ne seront pas une cible. Et donc, que la production pétrolière pourra continuer, et avec un régime plus favorable, peut-être que le pétrole pourra plus facilement couler vers le reste du monde, avec peut-être moins de sanctions que c'est le cas aujourd'hui. Si on devait avoir en revanche une intervention américaine à nouveau en Iran, comme ça peut être le cas il y a quelques mois, là la situation sera à surveiller de très près parce que ça pourrait dégénérer, parce que là il faudra voir la réaction des autres pays autour en cas d'ingérence américaine dans cette crise qui pour l'instant est une crise populaire, vous le disiez. Donc crise populaire, probablement pas d'atteinte
aux installations pétrolières, et donc possiblement, s'il y a un changement de régime, peut-être un retour de l'Iran sur le marché, ce qui ne serait pas forcément une bonne nouvelle pour les prix du pétrole qui continueraient à baisser, mais qui serait plutôt une bonne nouvelle pour la consommation, mais qui poserait d'autres problèmes, parce que du coup, le pétrole de schiste deviendrait beaucoup moins rentable, voire pas rentable du tout, donc ça réduirait peut-être la production des compagnies américaines aux États-Unis, donc une équation relativement compliquée. Qui sera le métal gagnant de 2026, Benjamin? Je passe du coq à l'âne, mais c'est vrai que qu'il soit précieux ou industriel, les métaux flambent, le cuivre est au sommet, l'argent a fait 150% l'an dernier, l'or, je n'en parle même pas, qui est dans tous les esprits et qui est devenu un sujet presque populaire aujourd'hui. Qui sera le gagnant de 2026? Vous en oubliez. Hein? Et vous en oubliez le palladium, tous les autres, justement. L'année dernière, l'or a battu un nouveau record historique, l'argent a battu un nouveau record historique, le platine a battu un nouveau record historique et le cuivre a battu un nouveau record historique. Depuis, le cuivre a à nouveau battu son record historique aujourd'hui. C'est très difficile de répondre. J'ai envie de vous dire que nous, on a, je dirais, 3 métaux qu'on aime particulièrement chez Ophi Invest AM. Le premier, c'est le cuivre, parce que le cuivre, c'est le couteau suisse de la transition. On en a déjà beaucoup parlé ensemble, et que clairement, compte tenu des difficultés qu'on a côté production et compte tenu de la hausse de la demande qu'on a à cause de la transition énergétique, mais aussi de la transition digitale avec le développement des data centers, la demande ne fait que flamber. Et donc, cette année, ce marché est attendu en déficit pour la première année, mais tout le monde s'attend à ce que ce soit le début d'un déficit structurel, comme on l'évoquait dans notre livre avec Emmanuel H. Il y a quelques années de ça. On arrive dans l'ère de raréfaction de ces matières. Non pas qu'on n'en ait pas assez, le problème, c'est pas la taille du réservoir, c'est la taille du robinet. Et sur le cuivre, on arrive dans cette équation-là. L'Agence internationale de l'énergie, je le rappelle, dit qu'à horizon 2030, on devrait avoir un supply gap sur le cuivre de 20%, ce qui veut dire que la demande serait 20% supérieure à l'offre. Avec une partie des stocks rapatriés aux États-Unis aujourd'hui qui servent plus de coussins amortisseurs dans ce marché-là, d'ailleurs, Benjamin. Exactement, il y a eu un envoi des stocks à cause des craintes de barrières douanières, de tarifs, comme on dit en anglais. Finalement, le cuivre raffiné a été exclu de la base taxable. Néanmoins, ce cuivre reste aux États-Unis aujourd'hui parce que c'est pour les maisons de négoce un moyen de faire de l'argent. Le cuivre est stocké à moindre prix. Il est sur une tendance qui est intéressante pour eux. Et en vendant ce cuivre à terme et en roulant leur position, ils encaissent tous les mois un peu d'argent. Donc, ils n'ont pas de velléité à le renvoyer ailleurs pour l'instant. Il y aura des mécanismes de marché qui se mettront en place si ça continue et que le cuivre continue à beaucoup monter et qu'on commence à avoir des raréfactions ailleurs. Les autres métaux que vous aimez avec le cuivre, Benjamin? Le cuivre, évidemment, l'argent. Et il faut bien comprendre que dans les matières premières, c'est pas parce que ça a beaucoup monté que ça va arrêter de monter. Il faut rééquilibrer le marché. Et là, sur l'argent, on était dans la 5e année consécutive de déficit. L'année prochaine, ça sera une nouvelle année de déficit. Donc, ça va être relativement compliqué. Et puis, un joker, je dirais, c'est l'aluminium. L'aluminium, le plus gros producteur, c'est la Chine. La Chine arrive tout près du maximum de production que le gouvernement a fixé, alors que la consommation continue à augmenter. Donc, on risque d'avoir des tensions qui vont se multiplier dans les années qui viennent sur l'ensemble de ces métaux. C'est d'ailleurs les thèses d'investissement sur lesquelles nous, on travaille chez Ophi Invest AM depuis plusieurs années. Merci beaucoup, Benjamin. Merci de participer régulièrement à ce quart d'heure thématique et de venir nous éclairer sur les enjeux des marchés de matières premières entre l'énergie, le pétrole et les métaux. Benjamin Louvet, directeur des gestions matières premières d'Ophi Invest AM, qui était l'invité de ce dernier quart d'heure de Smart Bourse, à retrouver, comme le reste de nos émissions, en replay sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées.